Notre histoire commence au XIIe siècle à Fès, au Maroc. Nous sommes à l'apogée de l'âge d'or de la civilisation islamique. Al-Idrissi est un érudit passionné mais très pauvre. Il a sillonné le monde pour élargir ses connaissances et sa réputation de sagesse et de culture a dépassé les frontières. Un soir, un messager frappe à sa porte. Il lui apporte une lettre qui va changer le cours de son existence. Avant que je ne vous dise ce que contient cette lettre, il nous faut parcourir des centaines de lieues jusqu'en Sicile, au bord de la Méditerranée, pour rencontrer celui qui l'a écrite. L'expéditeur de la missive est un grand roi du nom de Roger. Il règne sur la Sicile, une île au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Dans son royaume, chrétiens, musulmans et juifs cohabitent pacifiquement, à une époque où les croisades ont apporté la haine et la guerre dans de nombreuses contrées. Roger sait que la science arabe est la plus avancée du monde connu, et il a appris à parler l'arabe couramment pour profiter de ses enseignements. Désireux de rencontrer Al-Idrissi, il l'invite à venir en Sicile. Le roi a un projet extrêmement audacieux à lui proposer, un projet qui va stupéfier le monde. L'invitation est beaucoup trop tentante pour qu'on puisse la refuser. Al-Idrissi embarque donc courageusement pour l'Europe, sans savoir ce qu'il doit attendre d'un roi chrétien dans un pays hostile. Il se demande comment il sera reçu. Peut-être se précipite-t-il tête la première dans un piège. Mais à son arrivée, il est chaleureusement accueilli par Roger. Le roi lui révèle enfin pourquoi il l'a fait venir de si loin. Al-Idrissi est stupéfait. Nous vivons dans un monde cerné par un océan d'obscurité, déclare le souverain. Nul ne sait ce qui se trouve au-delà. Certains pensent que le monde est plat comme une assiette, et d'autres que des monstres guettent ceux qui s'aventurent trop loin. Personne n'a appliqué les nouvelles techniques scientifiques à la connaissance de notre monde. Je veux une carte, poursuit-il, une carte du monde, et un compte-rendu de tout ce qui est connu du monde aujourd'hui. Al-Idrissi accepte de relever le défi. Il choisit 12 hommes, chrétiens et musulmans, pour l'assister dans cette tâche hors du commun. Pour remplir sa mission, il fait appel aux toutes dernières découvertes de la cartographie, des mathématiques et de la science. Sous sa supervision attentive, les 12 hommes lisent, se documentent, calculent, rassemblent des données. Al-Idrissi interroge chaque marin, chaque pêcheur, chaque marchand qui passe par les ports de Sicile pour recueillir des renseignements sur les lieux qu'ils ont vus.
Beaucoup lui racontent des anecdotes hautes en couleurs sur des terres lointaines. Mais si Al-Idrissi apprécie les talents de conteur des marins, ce qu'il recherche, lui, c'est la vérité. Chaque jour, le roi Roger vient lui demander comment avance le projet. Et chaque jour, Al-Idrissi le passionne en parlant de contrées éloignées. Mais le géographe lui parle aussi des rumeurs qu'il entend. Les ennemis du roi s'accrochent au passé et se méfient de cette soif de savoir. Roger l'écoute pensivement. « Nous devons être plus hardis dans notre quête de connaissances, dit-il. Le temps est peut-être compté. Nous devons affréter nos propres navires. » Al-Idrissi réunit donc des marins courageux et endurcis, et après des mois de préparatifs, les navires appareillent enfin. Ils mettent le cap sur des eaux encore inexplorées. Ils ne savent ni ce qu'ils vont y trouver, ni même s'ils reviendront un jour. Al-Idrissi et le roi discutent quotidiennement des nouvelles qui leur parviennent sur les tempêtes et sur les féroces pirates qui écument la Méditerranée. Mais ils ignorent tout de ce que deviennent leurs navires. Le géographe passe de nombreux mois à attendre avec anxiété. Jusqu'à ce qu'un jour, enfin, un navire revienne de l'Orient. Les marins décrivent des pays exotiques pleins de temples majestueux et d'épices enivrantes. Ils parlent avec enthousiasme des femmes les plus envoûtantes du monde. Tout est consigné par les assistants d'Al-Idrissi. Roger est fasciné par ce qu'il entend. Et il met avec enthousiasme toutes les ressources du royaume à la disposition du savant. Affrète d'autres navires, ordonne-t-il. D'autres aventuriers intrépides larguent donc les amarres. Ils ont pour consigne d'explorer les limites du monde connu et de naviguer là où nul n'avait eu l'audace d'aller jusqu'alors. Nombreux sont les marins qui refusent de se lancer ainsi dans l'inconnu. Ils craignent les horribles monstres tapis dans les profondeurs océaniques. Ils pensent que ceux-ci s'attaquent aux intrépides qui s'aventurent trop loin. Mais le roi balaie leur peur d'un revers de la main. Plusieurs mois s'écoulent avant le retour du premier navire. Le voyage a été périlleux et de nombreux hommes ont succombé à la chaleur et à la soif. Ils ont mis le cap vers le sud, raconte-t-il, vers un monde de sable brûlant, où des nomades errent perpétuellement avec leurs dromadaires à la recherche d'eau. Le roi exulte. Après de longues années d'élaboration, son grand projet est en train de prendre forme.
Les érudits sont désormais accoutumés aux visites quotidiennes du roi, qui les questionnent inlassablement sur le moindre détail. Au bout d'un an, un autre navire revient au port. Les récits que font les marins sont encore plus surprenants. Ils parlent de terres où règne un hiver éternel, où le soleil ne brille jamais et où une neige glacée tombe du ciel. Petit à petit, page après page, les érudits assemblent une carte et un livre de géographie, comme le monde n'en a jamais vu. Roger est si passionné par leur découverte qu'il ordonne aux meilleurs orfèvres de son royaume de confectionner un planisphère d'argent. Ainsi, dit le roi à Al-Idrissi, ce que nous avons découvert vivra pour toujours. Mais l'enthousiasme d'Al-Idrissi est tempéré par le fait qu'un des navires n'est toujours pas revenu. Le géographe craint le pire. Il a peur qu'il ne se soit perdu à jamais dans l'océan de l'Ouest. Al-Idrissi a presque perdu espoir lorsqu'un navire apparaît enfin à l'horizon. L'équipage épuisé raconte son histoire. Ils sont allés jusqu'aux confins occidentaux du monde connu. Mais malgré toutes leurs tentatives, ils n'ont pu trouver de passage. Les vagues étaient hautes comme de redoutables montagnes. La mer était trop vaste, trop noire, trop profonde. Et sur le chemin du retour, ils ont entendu parler de complots grandissants contre Roger. Au bout de 15 ans de travail, le planisphère est enfin achevé. Mais le destin en a décidé autrement et veut que la vie du roi prenne un cours différent. Le roi est malade. Il appelle son fidèle ami à son chevet et lui dit « Nous avons réussi à montrer que la science et l'érudition peuvent éclairer le monde et dissiper le mythe des monstres et des continents obscurs. Mais je crains qu'un autre danger ne nous menace. Nous devons protéger notre grande œuvre et le préserver pour la postérité. Al-Idrissi lui promet qu'il le fera. « Et maintenant, fais-moi la lecture, demande Roger. Que tes mots m'emmènent dans ces contrées lointaines. » Mais le roi sait qu'il n'atteindra probablement pas la dernière page. Au règne éclairé de Roger succède une période de profond obscurantisme. Le grand planisphère d'argent est dérobé et fondu, et les livres sont brûlés. Tout aurait pu être perdu. Mais Al-Idrissi réussit à fuir, emportant avec lui tout ce qu'il peut sauver de son chef-d'œuvre. Il parvient à gagner l'Afrique du Nord, où il meurt en exil quelques années plus tard. Une copie arabe de son livre a survécu, et il est bientôt considéré comme une œuvre d'une envergure sans précédent. Pendant des siècles, sa carte guide les navigateurs dans leurs grandes explorations. Et le livre de Roger demeure un document unique sur le monde à ce moment de l'histoire. Telle est l'histoire de deux grands hommes dont les explorations nous ont légué non seulement une carte du monde, mais aussi un témoignage de tolérance
et d'ouverture d'esprit.